Bonjour Gilberto, donc Bonjour. c'est ta première aux Utopiales, qu'est-ce que ça fait? Je suis super content, super fier. Mon éditeur David m'a dit, très enthousiaste, c'est la consécration. Mais c'est vraiment impressionnant. Je n'avais pas envisagé la quantité de gens. On m'a dit 100 000 visiteurs, 25 000 livres, la plus grande librairie d'imaginaire du système solaire. J'ai fait des blagues ce matin. Super content et très content. Et du coup, tu es ici pour ton cycle déjà de Cochrane. Qui est Oui, Cochrane? J'ai déjà les quatre premiers volumes publiés en brochet et les trois premiers en poche. La saga de Lord Cochrane, c'est le marin écossais qui a libéré le Chili, le Pérou, le Brésil, la Grèce, ancien ennemi de Napoléon, qui a inspiré tous les romans navals de Master and Commander, Hornblower. Et j'ai commencé à écrire ça comme un hommage au personnage, parce que c'est vraiment inconnu pour le lecteur, on dirait à niveau de la culture populaire. C'est très connu comme un personnage historique dans certains pays comme le Chili, pas spécialement pour les Français, même s'il a toute une histoire avec Napoléon. Et j'ai décidé d'écrire un premier roman en mode feuilleton pour rendre hommage au personnage avec son vrai nom. Mais comme je suis passionné aussi de la littérature de Lovecraft, finalement ça a été un crossover entre roman historique et fantastique. Et j'ai déjà publié quatre. Je viens de finir l'écriture du cinquième volume au Chili pour publier au Chili en espagnol, on verra. Mais sont 700 pages. Je pense que parfois sera nécessaire de couper en deux volumes. On verra. Mais je viens de finir, avant de partir ici, hein, j'ai fini l'écriture, super content. Et ça va clôturer le cycle de Cochrane et Toulouse. C'est-à-dire, à l'origine, l'idée c'était d'écrire 5 volumes, tous connectés, mais c'est possible de lire chacun comme un standalone aussi. Oui, d'ailleurs, il y a deux ordres de lecture pour Cochrane. Il y a l'angle de publication Oui, c'est et il y a ça. l'angle C'est historique. ça. À la fin de chaque livre aujourd'hui, il y a une note ajoutée par mon éditeur que c'est possible de lire chaque livre en ordre chronologique, 1815, 22, 23, 26, le volume déjà publié. Je viens de finir l'écriture du cinquième, qui c'est l'année 1820, c'est-à-dire la chronologie sera le deuxième, ou lire en ordre de sortie. Et je suis super fier de dire que tout est possible. Il y a des lecteurs qui ont arrivé à la saga pour le quatrième volume, seulement attirés par la couverture, les montagnes hallucinées, et c'est possible de tout comprendre. Ça marche. Je Ça suis marche fier bien. de ça. Ouais. Et du coup, Lord Cochrane, donc dans le premier volume, en tout cas le premier volume d'ailleurs Publié. chronologique est Ouais. publié, on le retrouve face à Napoléon du côté de Fort Boyard. Ouais. Comment tu as lié la vraie histoire et Cthulhu? Oui, ça c'est une grande curiosité, parce qu'historiquement, il a détruit les premiers Fort Boyard, l'année 1809, avec des bateaux explosifs, il a attaqué la flotte de Napoléon, c'est-à-dire il y a une liaison historique, pour commencer. Mais à l'époque que je suis arrivé en France, le 2014, j'avais déjà, mon fils il est né le 2010, mon fils franco-chilien, on avait l'habitude de prendre des vacances à Châtelaillon-Plage, et j'étais obsédé par la silhouette de Fort Boyard sans avoir une idée de son liaison avec la vie de Cochrane. Et après, ça m'a donné l'idée, pour situer les premiers romans à Fort Boyard, mais à l'époque, j'étais en train de relire L'Appel de Toulouse. Et j'ai décidé de mélanger deux choses complètement différentes dans le même livre, un peu comme un exercice, hein, on dirait. Mais, mais le résultat m'a donné l'idée après pour écrire la suite. On va finir avec 5, 6 volumes finalement. Et on retrouve donc Lord Cochrane Lord Cochrane, 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 Cochrane. Cochrane. C'est écossais, mais apparemment, selon les historiens, l'origine du nom, Cochrane, c'est un cri de guerre viking. C'est-à-dire le clan Cochrane de l'Écosse, à l'origine, sont descendants de vikings qui ont fait l'invasion du Royaume-Uni déjà longtemps. D'accord. Et donc il débarque Lord Cochrane à Fort Boyard. On Oui. comprend pas trop pourquoi, comment, et c'est un peu facile. J'ai trouvé que dans ce premier volume, ce qui était plus important, c'était pas finalement la guerre ou même l'affrontement avec Cthulhu, Mhm. c'était cette relation qui se construit entre deux frères ennemis. Oui, c'est ça. C'est un peu. Parce que dans tous les romans inspirés par Cochrane, les Français sont toujours les méchants et sont un peu des caricatures en tant qu'adversaires. Mais comme j'ai un attachement à la France, mon fils est franco-chilien, et j'avais envie d'essayer un autre regard. Et dans le livre, quand Cochrane est capturé, enfermé avec les soldats français,
et commence à réaliser qu'il y a cette menace de monstres, les Français et les Anglais sont obligés de faire une alliance. Et ça, c'est une alliance impossible d'imaginer à l'époque, pendant les 100 jours, 1815. Mais c'est une alliance qui est c'est une anticipation aussi de la vraie alliance de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a un regard contemporain aussi sur le livre, d'anticiper un peu les horreurs que va vivre l'Europe après. Mais c'est aussi une façon de dire au lecteur, attention, parce que les Français et les Anglais sont allés, après la chute de Napoléon, après Waterloo, à l'Amérique du Sud pour se battre ensemble pour l'indépendance. Et au Chili, il y a des Anglais et des Français qui sont considérés comme les libérateurs du Chili. Et ça, c'est une histoire inconnue pour les lecteurs que j'avais envie aussi de partager. Oui, alors c'était un point que je voulais aborder avec toi parce que alors j'ai lu le premier, le troisième et le quatrième. J'ai pas lu le deuxième encore, mais Mhm. c'est pour bientôt, promis. Dans le troisième et le quatrième, on change de plaque, hein. On va Oui, du côté au Chili. du Chili, du Brésil, Mhm. euh, et en fait, on se rend compte que l'Europe, déjà à l'époque, avait eu un impact très fort sur Oui, la vie des habitants oui, et de la politique locale. oui, oui, c'est ça. Et au Chili, il y a une grande avenue à la ville de Santiago qui s'appelle Beauchef. Et les officiers napoléoniens, George Beauchef, c'est un personnage historique qui a aidé Cochrane à libérer tout le sud du Chili. Ça, c'est le sujet du cinquième volume. Mais le capitaine Néoné, qui est un personnage de fiction, c'est un peu la représentation de tout ça, de tous les Français qui sont allés au Chili pour se battre pour notre indépendance et qui après, pendant la construction de la République, ont collaboré avec la médecine, l'éducation, la recherche de la nature, la construction du premier musée d'histoire naturelle. Il y a des liaisons qui sont vraiment fortes entre le Chili et la France et qui ne sont pas connues pour les lecteurs. Oui, qui sont pas connus pour les Français, parce que Oui, j'avoue, oui, en toute modestie, que en lisant ton roman, j'ai découvert énormément de choses sur le Chili et aussi sur le Brésil, hein, parce qu'il y a oui, oui, la remontée vers le Brésil à un moment, des éléments historiques que nous on ne connaît pas, oui. dont on ne connaît pas non plus l'influence qu'a pu avoir l'Europe sur cette période de l'histoire. Mhm. C'était aussi un moyen pour toi d'attirer le regard des Français sur cette histoire qui est un euh, peu enseignée plutôt que oubliée. Oui, parce que j'ai écrit le premier livre en France, quand je suis arrivé à Paris en 2014. J'ai commencé à écrire Cochrane versus Toulouse et j'ai fini l'écriture dans le mois de mai 2016. Mais les deux premiers livres qui sont situés en France, il y a une coïncidence avec mon arrivée en France. J'étais en train de redécouvrir, parce que on a fait les études pendant le lycée toujours. J'avais 4 ans de français au lycée, que j'avais oublié après. Et j'ai recommencé à découvrir la langue et la culture. Et j'avais envie, pendant les deux premiers volumes, de plonger un peu et de parcourir les catacombes, Notre-Dame, Fort Boyard, mais la navigation autour, de m'imprégner un peu, si c'est bien dit ça, non? De m'imprégner. Et, et après, quand j'avais gagné un peu plus de confiance, on dirait en tant que narrateur, et j'ai fait le saut pour montrer aux Français l'autre côté, le Chili, la Sud-Amérique. Ça, c'est un peu mon défi en tant qu'écrivain pendant toute la saga, on dirait. Non? Oui, Et montrer que la culture, c'est un voyage d'aller-retour. Des influences. Les Français nous ont envoyé Jules Verne, et ça a nourri mon enfance. Je récupère des éléments et j'ai fait la reconstruction et pour envoyer tout ça de retour à la France. Mais Jules Verne, historiquement, s'inspirait aussi pour la mythologie de l'Amérique du Sud. C'est un voyage infini. Et ça, c'est une chose que j'aime bien, partager la culture, finalement. et on a des personnages qui sont récurrents au sein de la saga, donc évidemment Lord Cochrane, Mhm, le capitaine Eonette, mhm. et j'ai oublié le nom de son ennemi de juré, Corrocciano. Corciano. Et encore une fois, dans les deux derniers volumes, alors on sent la présence de Cthulhu, on sent la Mhm, présence de ces descendants, de ces mhm. créatures, Les etc., anciens, oui. les anciens. Pour autant, j'ai vraiment, encore une fois, dans les deux derniers volumes, eu plus le sentiment de relations humaines, Mhm. d'ennemis, puisque Oui, oui. c'était qu'un prétexte finalement. Cthulhu, c'est une toile de fond. Oui, je pense que Toulouse, c'est finalement une allégorie, parce que Lovecraft, nous savons qu'il était toujours un peu terrifié pour les inconnus, non? Les immigrants, les étrangers, non? Les inconnus. Il a écrit que
la plus grande perte de l'humanité, c'est la peur des choses inconnues finalement. Il a fait un essai sur la littérature de terror. Et c'est la citation avec laquelle commence Cochrane versus Cthulhu. Et les monstres, c'est un peu une allégorie, un reflet de nous-mêmes, comme dans la filmographie de Guillermo del Toro, par exemple. Je suis super cinéphile, j'ai travaillé aussi dans l'audiovisuel, et je pense qu'il faut embrasser l'idée du monstre, parce que les monstres sont un peu un reflet de nous-mêmes aussi. Mais c'est vrai que c'est aussi un parapluie pour montrer des autres choses. Et à chaque volume, j'ai plus envie de plonger dans les liaisons entre les gens, d'avoir des adversaires de la même taille de Cochrane, de montrer un peu cette ambiguïté de la condition humaine finalement. La capacité que nous avons tous dans un certain moment pour tomber aussi vers le mal, pour faire de mauvaises choses. À partir de quel moment commence la guerre, la violence, la destruction de l'autre. Et je pense que ce sont des thématiques universelles et contemporaines, c'est-à-dire ce sont des romans 19e, mais je parle de la liberté, de la démocratie, de la lutte pour le suffrage universel, que sont choses qui sont menacées encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut ne pas oublier que la conquête de tout ça, ça a été toujours un combat, une bataille, même que les combats pour la mémoire. Et c'est pour ça que l'histoire, c'est un sujet passionnant aussi pour moi. C'est pas anodin, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais arrivé en France en 2014. 2014, ça veut dire qu'avant j'imagine que tu étais au Chili, Oui. dans des périodes qui étaient troublées aussi au Chili, j'imagine dans ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il reste de ça? Oui, oui. Je suis né les années 64. Les coupes d'État a commencé les 73. J'avais, en septembre, mon anniversaire c'est octobre, j'avais presque 9 ans. J'ai vécu 17 ans de ma vie en dictature. J'ai fait l'école, le lycée et l'université en dictature. Ça, c'est une chose qui te va marquer à vie. Et j'ai commencé à travailler comme journaliste contre la dictature pendant les dernières 4 années de la dictature. J'ai commencé à travailler pour des médias d'opposition, dissidentes. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi que la démocratie, la liberté, c'est un combat non, qui ne s'arrête jamais, qui est toujours menacé aussi, et même aujourd'hui. Et en différents niveaux, on dirait, en chaque pays, mais il y a des conquêtes, des conquêtes syndicales, politiques, qui sont toujours menacées. C'est-à-dire que c'est un combat infini. Et la dictature, et la post-dictature spécialement, m'a fortement marqué. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Zona Zero, qui est un roman de vampires. J'utilise l'allégorie du vampire, comme de suceur de sang, pour montrer le contexte de la transition éternelle du Chili à la démocratie, parce qu'après après la fin de la dictature, l'année 90, on a commencé une longue transition démocratique, mais qui n'est pas finie encore, à mon avis, parce que nous avons encore la constitution de Pinochet et tous les modèles de l'économie néolibérale, sans régulation, presque, de Pinochet encore, au Chili. Et ça, j'ai été en colère quand j'ai écrit le livre, et ce livre très violent, avec quelques moments de tendresse, un peu même le même mood de la série télé de Walking Dead, on dirait, c'est-à-dire l'allégorie politique cachée derrière de l'horreur, mais pas de zombies, mais avec des sous-sorts de sang. Et là, du coup, tu as fait la transition, c'est-à-dire que ton prochain roman va attaquer Oui, un nouveau personnage oui, de l'imaginaire collectif, qui est le vampire. oui, Donc là, du coup, tu as expliqué un peu le vampire, tu peux nous parler un peu plus de l'histoire? oui, oui. Et c'est un livre que j'ai écrit au milieu entre les 4 volumes de la saga Cochrane. C'est une chose qui m'est arrivée fortement l'année 2019. J'étais vraiment concerné pour l'avenir de mon pays. J'avais débarqué déjà en France. J'avais des raisons. Mon fils avait l'âge pour commencer l'éducation maternelle. La qualité de l'éducation publique avait tombé au Chili pendant la dictature. J'ai étudié à l'éducation publique, mon père était ouvrier. Je suis un fils de l'éducation publique, laïque. Mais tout ça a vraiment changé pendant la dictature. Et, et en partie, j'ai décidé d'émigrer un peu pour l'avenir de mon fils, pour élever mon fils comme un homme libre dans un système éducatif public, gratuit, laïque, avec une autre vision de l'État, finalement. Et sa mère est française, c'est-à-dire il avait un mélange de raisons. Mais à partir de ce moment, quand j'avais écrit les livres, j'ai décidé d'utiliser la figure du vampire, mais pas la figure romantique d'un noble comme Dracula qui tombe amoureux d'une femme à travers le temps,
J'ai décidé d'aller à l'origine, même si ce n'est pas en dispute encore, mais les personnages qui inspiraient apparemment Dracula, Vlad Tepes. On a un guerrier Moyen-Âge, un conquérant qui s'impose par la force. Ça, c'est le sujet qui m'intéresse, le pouvoir finalement. S'il y a un élément commun entre tous les romans de Cochrane et son acero, c'est le pouvoir. Et pour quelqu'un qui a été élevé en dictature, c'est un gros sujet, le pouvoir et la politique. Et dans mon livre, il y a un tremblement de terre au Chili aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'année de l'écriture, c'est-à-dire 2019, avant l'explosion sociale au Chili. Et le tremblement de terre va détruire la moitié du cimetière général. Et derrière une tombe de l'église catholique, il apparaît une autre tombe cachée avec le corps de Vlad Tepes qui a été caché pendant 250 années pour l'église catholique, qui connaît les secrets du vampirisme. Mais et ça, c'est la source du pouvoir de l'église envers les autres gouvernements. Et Vlad Tepes se réveille, Tepes ou Tepes, selon comme vous voulez, se réveille aujourd'hui à Santiago du Chili. 48 heures après, toute la ville est contaminée. Et il y a des personnes qui sont enfermées dans différents bâtiments cachés. Et il y a un correspondant étranger, chilien, qui décide de rentrer dans la ville pour récupérer sa femme cachée à l'intérieur d'un bâtiment. Et le voyage, c'est une aventure à travers la ville, avec des militaires des États-Unis qui ont isolé la ville grâce à une technologie spéciale. On dirait une espèce de dôme Stephen King, mais ce n'est pas la même chose pour expliquer plus facilement. Et il va traverser la ville, mais il va trouver aussi des personnages qui sont encore vivants, des prêtres, des militaires, des entrepreneurs, qui, ça c'est l'ambiguïté du roman, qu'on va regarder les attitudes, son histoire, son passé, pour dire, sont qui les suceurs de sang finalement. Ça c'est un peu l'allégorie politique, mais c'est possible de lire le livre comme un livre d'action aussi. Et c'est un livre écrit dans le même univers, encore une autre référence au cinéma, de Cochrane. C'est-à-dire les personnages, c'est un descendant d'un marin qui a voyagé avec Cochrane, et c'est un personnage qui apparaît aussi dans mon premier film en tant que producteur et scénariste, que c'est Le Modèle de Pickman, une adaptation de Lovecraft, que c'est un correspondant étranger, c'est le même personnage. C'est-à-dire que je peux dire que toutes les choses que j'ai écrites, et BD, cinéma, et romans historiques et contemporains, sont dans le même univers, et je suis fier de ça aussi. J'ai une question, tu as parlé un peu plus tôt en disant que tu étais aussi venu en France pour la dimension de l'éducation publique, laïque, etc. pour ton fils. Aujourd'hui, toi qui as vécu ces événements dramatiques au Chili, quelle est ta vision sur ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, que ce soit d'un point de vue gouvernemental avec la baisse des moyens ou aussi les montées des différents extrémismes? Oui, c'est ce moment de crise, je crois, pour la France. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, tout sera une espèce de prophète. Je dis, oui, je connais la chanson, parce que quand tu vois qu'il est... Et c'est pas moi tout seul que j'ai dit ça. Je suis allé à la conférence de ces experts comme Piketty, par exemple, qui analyse l'économie, la politique. Lui-même a expliqué, quand le gouvernement fait descendre les impôts pour les riches, finalement l'État devient plus pauvre. Il arrive au moment où le gouvernement commence à dire il n'y a pas d'argent, pas plus pour la santé, pour l'éducation. Il faut vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on vend? L'aéroport. Qui va acheter l'aéroport si l'aéroport est vendu? Les copains du gouvernement. Ça, c'est la chanson du Chili. Au Chili, pendant la dictature, tout a été vendu, tout a été privatisé. La qualité de tous les services publics a descendu. Et je pense que la France, aujourd'hui, est arrivée à un niveau de tension, on dirait, pour envisager la possibilité de devenir un autre Chili, c'est-à-dire un modèle d'économie plus néolibéral et moins régulé. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux pour la qualité de tous les services publics et même pour l'idée d'un État solidaire qui protège les citoyens. Parce que ça, c'est finalement... Sinon, pourquoi aurait besoin d'avoir un État? Mais le discours néolibéral, c'est dire non, l'État ne fait pas bien les choses. Il faut privatiser, il faut vendre toutes les choses. Mais vendre qui? Les copains. Et après, les services deviennent plus chers. Et chaque fois que je regarde des signaux, des choses comme ça en France, je dis à tous les amis français et aussi d'origine latino-américaine, je connais la chanson. Je connais la chanson. Du coup, sur ces belles paroles, je vais juste te poser une dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que je peux souhaiter? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais les livres Son Acero ont été écrits, par exemple, seulement pour les Chiliens, pour partager que j'étais concerné pour tout ça. Et j'avais aucune prétention de publier le livre en France. C'est mon éditeur, David Meulement, qui est très enthousiaste, qui m'a dit non, j'ai envie de publier tous les livres que tu as écrits. Mais je pense que le livre va arriver dans un moment dans lequel sera possible pour les Français de bien comprendre aussi le livre. Parce que montre un avenir pas désirable peut-être pour les Français, mais un avenir possible et que Chili a déjà vécu. Tu me peux souhaiter bon courage pour continuer l'écriture. Du coup, bon courage et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci. Bonne journée. C'est un plaisir. Merci.